Bonjour à tous, moi c'est Madeleine, je suis maman de jumelles et créatrice du podcast Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Ici, on parle de nos parcours de parents et futurs parents de multiples, librement, sans tabou, avec bienveillance et surtout, je l'espère, avec beaucoup d'humour. Grossesse, accouchement, néonat, retour à la maison, gestion du quotidien, on se dit tout, on partage tout, les galères comme les victoires. Au programme, des discussions avec des parents et des entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre et aborder plus sereinement cette aventure unique. Alors si ça te tente, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur la page Instagram jumeaux, triplés et plus. Et maintenant que c'est fait, reste avec moi, c'est parti. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Savannah, maman de jumeaux de 13 mois, Mao, sa fille, et Marius, son garçon. Savannah est une super maman, pleine de ressources, reine de l'anticipation et de l'organisation. Avec Savannah, on revient sur son parcours avec beaucoup de sincérité et surtout avec beaucoup d'humour. De l'annonce totalement atypique de sa grossesse gémellaire, son accouchement, la gestion de la néonate quand tu rentres à la maison avec l'un et que l'autre doit rester à l'hôpital, jusqu'au bilan de la première année de ses jumeaux entre fatigue et émerveillement. On reviendra aussi sur l'importance de prendre du temps pour soi et pour son couple et l'importance de se rappeler qu'on fait chaque jour un travail de titan en tant que parent de multiples. Un épisode touchant, plein d'énergie et de conseils. J'espère que vous l'apprécierez autant que j'aimais l'enregistrer. Salut Savannah, comment tu vas? Salut Madeleine, bah écoute, ça va, je suis ravie d'être avec toi ce matin. C'est totalement partagé. En plus, j'ai plein de questions pour toi, donc j'espère que tu es prête et que tu es bien installée. Nickel, je suis bien, tout est parfait. Du coup, je te propose de commencer par la première question. Comment as-tu appris que tu étais enceinte de jumeaux? Alors, j'ai tout d'abord su que j'étais enceinte, mais pas de jumeaux. C'est là que se situe un peu le twist de l'annonce. En fait, nous, on a fait une petite PMA, donc avec un premier cycle d'injection, et ça a tout de suite fonctionné, ce qui fait que j'étais assez suivie dès le départ par la gynécologue qui m'avait proposé le processus. Du coup, j'ai eu une échographie assez rapidement pour voir s'il y avait bien un sac, voilà, si ça avait bien pris. Et donc, à la base, sur l'échographie, elle n'avait vu qu'un seul embryon. Et je pars ensuite dans le sud de la France pour travailler au Festival d'Avignon. Tout 40 degrés, avec des nausées permanentes. Enfin, j'étais vraiment hyper mal. Je faisais de la radio dans une salle où il n'y avait pas de clim. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et j'étais censée rester 2 semaines. Et en fait, au bout d'une semaine, je commence à tomber dans les pommes en plein milieu de la rue. Et donc ça m'était absolument jamais arrivé. Et là, je me dis, franchement, là, c'est pas possible. J'écourte du coup mon séjour, je rentre à Paris. Et 2 semaines plus tard, j'avais une nouvelle écho de datation, je crois. Et là, l'écran en fait était tourné vers moi. Et je vois sur l'écran deux bébés. Et franchement, l'espace de 2 secondes, je me suis dit, c'est pas possible, ça doit être l'écran de la femme qui est venue avant moi. Et je la regarde et je lui dis, mais il y a 2 bébés là. Elle me dit, elle tourne l'écran vers elle, elle me dit, oui, mais c'est magnifique, vous êtes enceinte de jumeaux. Et alors là, franchement, sur le coup, désolée pour le vocabulaire, mais j'ai quand même lâché un oh putain parce que j'étais complètement sous le choc. En fait, moi, je venais juste pour être sûre que mon bébé allait bien, qu'il était toujours là. Et je ne m'attendais absolument pas à ça, même si évidemment, on sait très bien que il y a de plus en plus de grossesses gémellaires qui sont liées à des PMA et qu'effectivement, il y a de plus en plus de chances ou de risques, après chacun le prend comme il veut, mais d'avoir des jumeaux quand on entame une PMA. Sauf que moi, j'étais vraiment très peu stimulée. Bon, il y avait sur le papier quand même assez peu de chances. Et donc, voilà comment je l'ai su. Et en plus, j'étais toute seule. Mon conjoint n'était pas avec moi. Et quand je l'ai appelé pour lui annoncer, sur le moment, il a cru que c'était une blague. Donc, ouais, ça a été vraiment la grosse surprise. Et quelle a été la réaction de ton conjoint et de vos proches?
Alors mon conjoint a d'abord cru que c'était une blague, pendant un petit moment quand même au téléphone, hein, il me disait non mais sérieusement, est-ce que le bébé va bien Et quand il a compris que c'était pas une blague, il l'a mieux pris que moi. Il a été tout de suite très heureux, alors que moi c'est plutôt la panique qui est arrivée en premier ressenti. Ensuite, j'ai appelé mes parents. Alors étonnamment, je m'y attendais pas du tout. Mon père, je pense, a été une des premières personnes et une des seules dès le départ à me dire mais c'est génial, franchement, essaye de voir les avantages. Au moins, voilà, vous vouliez deux enfants. Ils pourront jouer ensemble, vous allez tout faire en une fois, et puis après, ça sera fini si vous n'avez pas forcément envie d'avoir d'autres enfants. Et puis c'est une aventure et une expérience un peu hors du commun, c'est exceptionnel. Voilà, donc il faut plutôt voir cet aspect-là. Ma mère était complètement paniquée. Elle m'a quand même avoué qu'elle en avait pas dormi de la nuit après l'annonce. Enfin, je pense qu'elle était limite plus paniquée que moi. Et puis après, par rapport à nos amis, bah moi mes amies étaient toutes très heureuses pour moi parce qu'elles savaient le chemin qu'on avait parcouru et ça faisait longtemps voilà, qu'on essayait d'avoir un enfant et ça fonctionnait pas. Donc le désir d'avoir un enfant avait laissé place à une tristesse et une frustration. Donc évidemment, elles savaient que c'était une bonne nouvelle. Après, il y avait un peu le côté double annonce, quoi. C'est je suis enceinte, ah c'est génial, deux jumeaux. Mais non, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai. Donc c'était assez rigolo. Et puis il y a certaines personnes qui ne nous croyaient pas. Ma belle-mère, quand on lui a dit que c'était des jumeaux, elle était là, non, mais arrêtez, c'est une blague. Voilà, mais évidemment, tout le monde était très heureux. Il y a eu une réaction assez drôle de ma grand-mère, donc qui a 96 ans. Je lui ai annoncé en visio, on a fait une visio avec mes parents, et elle m'a lâché, hein. Oh, ma pauvre. C'était sa manière à elle de me dire ça va pas être facile et je compatis, quoi. Et tu disais réaction de panique de ton côté à l'annonce. Mais il y avait quoi derrière cette panique? Tu nous en dis un peu plus? Moi, je sais pas pourquoi, je m'étais toujours dit que je ne voulais pas de jumeaux. Mais alors, c'était plus pour le côté clone physique qui m'angoissait. Bon, ça, c'est anecdotique, mais je pense que la panique, elle venait du fait que je suis plutôt du genre dans la vie à tout anticiper. Je pense que ça me sécurise, en fait, d'anticiper pour avoir l'impression que je gère mieux les choses et du coup être prête quand je suis face à un événement ou quelque chose voilà, qui va me demander une mobilisation émotionnelle. Et en fait, bah, j'avais le mode d'emploi, enfin le mode d'emploi, façon de parler, mais sur le papier pour un enfant, mais pour gérer deux enfants à la fois, pas du tout quoi. Et en fait, je me disais tout ce que j'avais prévu dans ma tête en termes de matériel, de choses que je pourrais faire avec mon bébé, bah là tout était chamboulé d'un coup et toutes les cartes étaient complètement rebattues et du coup j'avais plus du tout la main sur quoi que ce soit. Donc c'était accepter aussi de lâcher prise face à l'inconnu. Quoi. Et ce qui est dingue, c'est que moi qui suis un peu du genre à tout prévoir, tout anticiper mentalement, à me projeter sur des situations A, B, C, D, E, F, G, là je n'avais absolument pas pensé à ça. Mon compagnon, pareil. Mais oui, alors que c'est effectivement très fréquent et qu'il y avait quand même. Enfin, ça faisait partie de l'équation, quoi. Moi, j'étais venue pour savoir si mon bébé allait bien et point barre, quoi. J'étais pas du tout ouverte à une autre, à une autre annonce ou à un autre diagnostic que celui-ci, quoi. Et après, comment s'est passée la grossesse? Alors, j'ai eu un premier trimestre avec des nausées. Et alors, je pense franchement, très honnêtement, que je suis pas très chochotte en termes de santé, de mots physiques et autres. Mais alors là, c'était vraiment l'enfer. Je vomissais pas, mais j'étais dans un état. Je pense que tant qu'on le vit pas, c'est assez indescriptible. Si bien que j'ai dû être mise sous traitement. Donc, j'ai pris un médoc qui s'appelle le Cariban. Je pense que les femmes qui ont eu des nausées connaîtront cette petite pilule magique. Ça m'a quand même énormément soulagée parce que j'avais essayé tous les trucs naturels, ça fonctionnait absolument pas. Je pense que j'ai eu peut-être un mois de répit où tout allait bien, où je me sentais en forme. Et puis après, ça a commencé à se compliquer parce qu'en fait, on a appris que mon fils avait un retard de croissance. Et à partir de ce moment-là, bon déjà quand on est sur une grossesse gémellaire, on est très médicalisé, mais à partir de ce moment-là, je suis devenue ultra médicalisée. J'étais très suivie. C'est ajouté à ça une cholestase. C'est une maladie de grossesse très fréquente dans les grossesses gémellaires qui est liée au foie. Et en fait, ça se manifeste par des crises de démangeaison à des endroits en plus un peu improbables, les mollets, les mains, les coudes.
Donc pareil, j'ai dû prendre un traitement pour ça. Et en fait, j'ai été suivie par une sage-femme qui me faisait un monito par semaine. Ensuite, je devais aller 2 fois par semaine à la maternité pour avoir des monitos, des prises de sang, des échos de croissance. J'ai eu un nombre de prises de sang. Enfin, franchement, à la fin, j'avais des bras. On avait l'impression que j'étais camée. C'était l'enfer, quoi. Donc je dirais que dans les faits, ça s'est pas forcément mal passé parce que voilà, ça s'est bien terminé, il y a eu rien de grave. Mais j'ai quand même eu une fin de grossesse avec, on va dire, 1 mois et demi avant d'accoucher, des fausses contractions assez régulièrement. Donc ça, c'était hyper handicapant. Bah alors, j'avais pas pris énormément de poids, mais à la fin, je pouvais plus me déplacer. J'avais l'impression de devoir rouler à chaque fois que je devais m'asseoir ou monter sur mon lit. J'étais fatiguée, mais ça allait. C'est pas le truc qui m'a le plus marqué. Et puis, bah forcément, t'as la responsabilité à l'intérieur de toi de bébés, qui plus est, sont très petits avec un qui est en retard de croissance. On n'arrête pas de te parler de menaces d'accouchement prématuré. Alors oui, j'ai quand même été hospitalisée 2 fois pour menaces d'accouchement prématuré. Premier accouchement, ils ont fait ce qu'ils appellent une MAP, donc c'est une maturation des poumons. Si jamais donc t'accouches trop tôt avant le terme pour qu'au moins les poumons de tes enfants aient maturé et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et j'ai été hospitalisée pareil une 2e fois pour menace d'accouchement prématuré. Je suis rentrée chez moi la veille de Noël, donc j'ai bien cru que j'allais passer Noël à la maternité. Et d'ailleurs, il m'est arrivé un incident pas sympathique du tout. La veille de ma sortie, une sage-femme vient me faire un monito. Et pendant le monito, une autre vient en fait pour me retirer la perf que j'avais au niveau de la main. Donc t'as un petit cathéter sur la main qu'elle me laisse en me disant bah, si jamais il y a un problème avant votre sortie, du coup je n'aurai pas à vous repiquer, donc je vous le laisse. Et la sage-femme qui me faisait le monito me dit restez allongé, détendez-vous, fermez les yeux, je reviens vous voir dans 30 minutes. Et je m'endors. Et au bout de 25 minutes, la sage-femme revient et elle me dit mais il y a du sang partout là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me réveille à moitié et je sens que j'ai le dos trempé. Et là, je me lève et je réalise que je baigne. Mais vraiment, j'exagère pas. Hein. Je baigne dans une mare de sang. Enfin, mon t-shirt et mon legging étaient trempés, quoi. Et en fait, la sage-femme qui s'était occupée du cathéter ne l'avait pas refermé. Il y en avait partout. Donc elle appelle l'infirmière qui s'était occupée du cathéter. Elles arrivent toutes les deux. Elles me disent allez dans la salle de bain, prenez une douche. Et alors sur le moment, j'étais choquée. Alors je suis pas très sensible à la vue du sang, mais je comprenais pas ce qui se passait. En plus, je trouvais ça dingue de m'en être pas rendu compte plus tôt. Et donc j'arrive dans la douche, me lave, j'essaye de me dire ok, passe à autre chose, ne bloque pas là-dessus, c'est pas grave, ça va aller. Et je ressors de la salle de bain avec à moitié la tête qui tourne et tout. Et là, plus personne, rien. Elles s'étaient envolées toutes les deux, elles avaient juste nettoyé mon lit, elles avaient remis un drap. Et je me retrouve toute seule au milieu de cette chambre, comme si c'était rien passé finalement. Je me dis ok, donc j'étais quand même assez choquée. Et en fait, en rentrant de la maternité quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'écrire en fait au service pour leur expliquer ce qui s'était passé parce que franchement, je trouvais ça peut arriver en fait, c'était pas tellement le problème de l'incident, c'était plus le fait que derrière, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de prise en charge pour savoir si ça va. Enfin, je suis quand même enceinte, j'étais à 2 doigts de tomber dans les pommes. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote pas très sympa. Et tu étais quand même à l'hôpital pour une menace d'accouchement prématuré. Complètement. Donc j'en parle ici parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en parlant un peu autour de moi, j'ai pas mal d'amis qui ont subi des trucs pas forcément très cool au moment où elles accouchaient, avant ou après, ou pendant des hospitalisations quand elles étaient enceintes, et elles ont pas forcément réagi. Alors moi, j'ai pas réagi sur le coup, mais j'ai réagi après. D'ailleurs, le service en question m'a répondu, on a pu échanger sur le sujet et voilà. Et je pense que c'est important quand même de pas garder le truc pour soi parce que parfois ça peut créer des traumatismes qui ressurgissent en plus et c'est bien de boucler ça pour s'en séparer quoi. Savannah, excuse-moi, je reviens en arrière sur ta prise en charge, parce que je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de futurs parents de multiples. Tu disais qu'elle avait été hyper médicalisée, tu étais à quasiment 3 rendez-vous par semaine. Tu peux nous en dire plus?
Alors ça, c'était sur la fin de la grossesse. En fait, moi, j'ai opté pour une sage-femme en libéral. Et ça, d'ailleurs, vraiment, je le conseille parce que je trouve que quand on attend des jumeaux, il y a quand même un accompagnement personnalisé qui, à mes yeux, est assez indispensable. Puis en plus, la mienne était super parce qu'elle venait le samedi nous faire les cours de préparation à l'accouchement chez moi. Et du coup, mon conjoint a pu assister à toutes les séances. Et donc, à la fin, elle venait me faire effectivement un monito par semaine. J'allais 2 fois à la maternité pour prise de sang, écho, monito. Oui, c'était assez lourd, mais au moins tu sens que t'es accompagné. Et je pense que quelque part ça permet aussi de lâcher prise parce que tu finis par t'y habituer et tu fais confiance aussi au corps médical, hein. De toute façon, t'as pas trop le choix. Et puis bon, j'ai quand même fini avec un HELP syndrome, une pré-éclampsie, et du coup, j'ai été déclenchée. Donc jusqu'au bout, vraiment, je me suis tapé à peu près toutes les pathologies. J'ai pas eu de diabète gestationnel, j'ai échappé à ça, donc j'ai pu continuer à manger des gâteaux et du chocolat, voilà, jusqu'à la fin. Heureusement, parce que je pense que sinon, si j'avais eu ça en plus, là, ça aurait été le drame de ma vie. Mais sinon, ouais, j'ai chopé quand même pas mal de trucs, hein. J'ai eu des acouphènes, enfin bon, des trucs, des kystes derrière les oreilles, des trucs dans tous les sens. C'est pas très grave et pas grand-chose. Mais mis bout à bout, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Et justement, comment t'as vécu tout ça? Je pense que sur le moment, j'ai quand même, je ne sais pas comment, réussi à prendre du recul par rapport à tout ça, parce que j'étais assez confiante. Malgré tout, en fait, j'étais assez sereine. C'est assez étonnant, mais je sais pas, je pense que j'avais réussi quand même à créer une connexion avec mes bébés. Je leur parlais assez souvent. Je leur disais que fallait tenir le coup. Je disais à ma fille, donc c'est mon fils qui était en retard de croissance, ma fille prenait un peu toute la place. Je lui disais qu'il fallait qu'elle laisse un petit peu de place à son frère, que c'était important. Je disais à son frère que voilà, que c'était un petit champion, qu'il fallait qu'il se batte, que ça allait le faire. Ouais, j'avais foi en fait en ce qui était en train de se passer. J'étais aussi extrêmement bien entourée. Mon conjoint a été vraiment hyper soutenant sur tous les plans. Mes parents aussi. J'ai été accompagnée, j'ai fait pas mal. Moi, je suis assez branchée médecine naturelle, donc j'ai fait pas mal d'acupuncture aussi pendant ma grossesse, donc ça m'a permis aussi de me détendre. J'ai continué à faire un peu de yoga. Puis je pense que oui, c'est ce que je te dis, j'avais confiance en fait. Et à chaque fois, quand il commençait à y avoir un problème, il y avait quand même une solution derrière qui permettait de temporiser. Ça a jamais vraiment trop tourné à la catastrophe, quoi. En tout cas, j'en ai pas eu le sentiment à aucun moment. Et puis c'était malgré tout assez abstrait pour moi. Enfin, je savais que j'attendais des jumeaux, mais je me disais oui, d'accord, mais je pense que jusqu'à ce qu'ils soient là, et encore, j'ai quand même mis du temps, même une fois qu'ils étaient là à réaliser, je me laissais un peu porter, quoi. Je pense que le seul truc qui m'a pesé, c'est cette responsabilité, parce que bah, c'est moi la femme, c'est moi qui les porte. En plus, ça se passe pas forcément très bien pour eux, et c'est ma responsabilité, c'est mon corps. Et ça, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi de sentir que tout reposait sur mes épaules. Mm. Après, ça, c'est un poids que je m'infligeais à moi-même, hein, personne ne me l'a fait porter. Mais je trouve que c'est pas évident. C'est pas facile, encore plus quand il y a des problèmes et que c'est une grossesse compliquée et que t'essayes de mettre des choses en place pour que ça se passe bien, mais en même temps, tu peux pas faire grand-chose non plus. Et ça, ce poids-là, je trouve il est pas facile. Oui, c'est sûr, c'est pas évident. Et j'en viens à une autre question. Je voulais savoir si avec tout ça, tu avais réussi à te projeter dans l'accueil de tes jumeaux. Alors, je pense que j'avais extrêmement de mal à me projeter concrètement quand il s'agissait d'eux en tant que personne et la vie à deux. Après, je me suis projetée par rapport à l'organisation et au matériel. Ça, c'est sûr que j'ai anticipé au maximum. On a fait des benchmarks de poussettes, de trucs dans tous les sens pour être sûr vraiment d'avoir le meilleur matos pour les accueillir au mieux, les indispensables. J'ai plein de potes qui m'ont filé des tonnes de fringues. Donc ça, on avait vraiment bien anticipé. On était hyper équipés. Mais après, pour moi, c'était l'inconnu total en termes de famille, de vie. Enfin, j'imaginais pas du tout. Et puis, bah, tu les connais pas, quoi. Donc, tu te demandes comment ils vont être. Ça, pour moi, ouais, c'était très abstrait. Et puis, mon rôle de mère aussi, quoi. C'est-à-dire que je m'attendais à un truc de dingue, à ce que ça soit l'émotion de ma vie, et ça n'a pas forcément été le cas. Donc, ouais, très facile de se projeter sur le concret, le pratico-pratique, mais plus difficile de se projeter sur l'émotionnel et la vie à quatre.
Et est-ce que tu peux nous partager un élément que tu retiens de toute cette grossesse? Bah, c'était la joie de se dire qu'après autant de temps à essayer, ça avait enfin fonctionné. Et moi, j'ai toujours aimé les enfants depuis toute petite. En plus, je suis fille unique. Mes parents sont enfants uniques aussi, donc c'est vraiment la mini-famille. J'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'ai pas de cousin, j'ai pas de cousine, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Moi, j'ai toujours rêvé au moins d'avoir deux enfants. Là, on a essayé pendant plusieurs années, ça fonctionnait pas, alors qu'il y avait pas forcément de problème ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'était cette joie de se dire on va enfin réussir à avoir notre famille. J'étais hyper heureuse de ça, de me dire en plus c'est un garçon, une fille, je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial aussi de me dire voilà, ils vont avoir cette relation sœur-frère, on va les voir évoluer. Donc j'avais hâte de cette rencontre, de ce partage et de cette nouvelle vie, malgré les peurs et les angoisses qui s'accompagnaient de tout ça. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas forcément facile, mais des jumeaux, quoi. Ouais. Ouais, c'est fou, c'est fou. C'est dingue. Et du coup, on a parlé de ta grossesse. Tu es allée jusqu'à combien de semaines? J'ai accouché, donc j'ai été déclenchée à 34 semaines. En fait, je venais pour faire une simple écho de croissance et là on m'a dit ah, mais vous faites une prééclampsie Enfin, j'avais des problèmes au niveau sanguin, tout était en train de chuter, donc ils m'ont dit il faut qu'on vous déclenche maintenant parce que si on attend trop, on pourra pas vous faire de péridurale. Et là, je leur ai dit bah en fait, moi je ne veux pas accoucher par voie basse sans péridurale de jumeaux, hein, ça va pas trop être possible, donc bah d'accord. Donc j'étais venue la veille pour faire une perfusion de fer parce que j'étais en manque de fer et donc je devais revenir juste le lendemain pour faire ma petite écho de la semaine. Et finalement, je suis restée à la maternité à 34 semaines. C'est déjà top d'être arrivé jusqu'à 34 semaines pardon, avec tout ce que tu nous as décrit jusqu'à présent. Ouais, effectivement. Franchement, on s'était fixé l'objectif de 36 semaines et voilà, j'ai tenu jusqu'à 34 et c'était ok, quoi. Et alors, cet accouchement, comment ça s'est passé? Alors écoute, je ris parce que, en fait, moi, je m'étais toujours imaginé que l'accouchement, c'était un peu l'apothéose de toute la grossesse, le point culminant. Et je pense que, bon, ça me fait un petit peu mal au cœur de dire ça, mais je crois que ça a été presque le moment le plus anodin, finalement, de toute ma grossesse. Parce que, bah, déjà, tout s'est passé très vite, alors tant mieux pour moi, mais je suis descendue en salle d'accouchement, il était 20h30. Je pense qu'ils m'ont posé la péridurale vers 23h, où j'avais des petites gênes. Au début, la péridurale fonctionnait pas très bien, je sentais un côté de mon corps et pas l'autre. Donc je le dis à l'anesthésiste qui me dit ok, bah, je vais vous faire un petit cocktail de mon choix, vous inquiétez pas, vous n'allez plus rien sentir. Alors effectivement, je ne sentais absolument plus rien et en fait, bah, mon col s'est ouvert très rapidement. Donc j'ai senti aucune contraction, rien. Et en fait, ils sont arrivés à 2h55 et à 3h du matin. Donc ça a été hyper rapide. Petite information, mais toutes les futures mères de jumeaux seront informées de cette configuration au préalable. Préparez-vous parce que quand il y a un accouchement pour une grossesse gémellaire, il y a quand même beaucoup de personnes qui débarquent dans la salle d'accouchement. Je pense que là, ils étaient à peu près 8. Bon, tu te dis ok, bah ne soyons pas pudiques, allons-y. Et donc c'est ma fille qui est sortie la première. En fait, elle était très basse depuis le début. Elle était tête en bas, donc aucun souci. Elle est sortie, ils me l'ont pas présentée tout de suite, ils l'ont prise. Par contre, son père est allé la voir directement. Et ensuite, donc ça c'est pareil, il m'avait prévenu. Moi, mon fils, il était placé plus en haut sous mes côtes. Et il m'avait dit, vu qu'il est en retard de croissance, il se peut qu'on doive aller le chercher à la main. Donc je m'étais dit, ok. Et donc là, ils étaient deux mecs. Il y en a un qui commence à me dire, bon, alors je vais passer ma main pour aller chercher votre fils, ne vous inquiétez pas. Je lui dis, ok. Et en fait, c'est hyper étrange comme sensation parce que tu vois littéralement un bras passer à l'intérieur de ton ventre. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais une vache à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu te dis, mais c'est lunaire. Et franchement, il a pris quelques secondes
Son collègue lui dit tu veux que je t'aide, ça va? Et l'autre non, t'inquiète, c'est bon, je vais y arriver. J'étais là, mais waouh, ok. Et donc ils sont allés chercher mon fils par les pieds, ils l'ont tiré. Et après, ils me les ont posés très rapidement tous les deux dessus. J'ai plus eu une réaction quand ma fille est sortie, où là j'ai les larmes vraiment qui me sont montées, j'étais émue. J'ai eu un moment aussi assez fort avec mon fils qui a ouvert les yeux quand il était sur moi, il a planté son regard dans le mien et c'est vrai que c'était très fort. Mais je captais sans capter ce qui se passait, quoi. Enfin, tout ça a Mm. été très rapide. L'infirmière a pris des photos de nous qu'on a regardé après, où t'as mes jambes écartées dans le cadre. Enfin bon, on s'est dit, ok, bah, on va recadrer les photos, hein, parce qu'on n'a pas envoyé ça. Voilà, merci. Et puis après, ils les ont pris, ils les ont embarqués tous les deux. Mon conjoint est parti avec mon fils qui lui allait en néonat et moi je suis restée toute seule et alors là après par contre ça a été la dégringolade. Je pense que ouais, c'était le contre-coup, je me suis mise à vomir, j'ai fait des espèces de crises de panique où j'arrivais plus à respirer. Bon, c'était un peu la décompensation. Mais sur le moment, franchement, c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Un moment assez limpide et quelque part, je me dis tant mieux. Voilà, il n'y a pas eu de problème pour eux, tout s'est très bien passé pour eux, ils allaient très bien, aucun souci. Je te remercie beaucoup, Savannah, parce que quand on parle de grossesse gémellaire, d'accouchement de jumeaux, on parle souvent de risque de complications. Et on oublie qu'un accouchement de jumeaux peut aussi très bien se passer. Et toi, je le rappelle, tu es à 34 semaines, donc tu es encore tôt dans ta grossesse. Juste, excuse-moi, je te coupe, mais je tiens à le signaler, j'ai accouché Mm. par voie basse. Parce que à chaque fois que j'en parle à des personnes du corps médical, ils me disent alors, donc vous avez eu des jumeaux, donc accouchement par césarienne. Je leur dis bah non, non, j'ai accouché Mm. par voie basse. Ah, d'accord. Donc oui, il y a vraiment un truc arrêté là-dessus aussi. On peut accoucher par voie basse et effectivement, ça peut bien se passer. J'ai aussi accouché par voie basse. Et comme tu dis, l'accouchement peut aussi très bien se passer. La question que j'avais pour toi, c'est la manœuvre qui a été faite pour ton fils. Est-ce que tu avais été préparée à cette manœuvre? Oui, alors ma sage-femme m'en avait parlé, elle m'avait dit, voilà, c'est quelque chose de courant, souvent, quand il y a des jumeaux et qu'il y en a un qui est positionné un peu trop loin et qui n'a pas forcément l'énergie pour descendre, il se peut qu'ils aillent le chercher à la main. Donc ça, j'étais au courant. J'avais discuté aussi avec une maman de jumeaux qui m'avait dit que c'est ce qui lui était arrivé. Donc j'étais préparée, ça n'a pas été une surprise, je le savais, j'étais ok avec ça, ça m'a pas plus traumatisée, donc il y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et alors du coup, tu as accouché, tu as eu la chance de pouvoir voir ton fils et ta fille, mais tu nous as dit que ton fils a été emmené en néonat. Oui, il a été emmené en néonat et moi j'étais avec ma fille en unité mère-enfant. Ça a été très compliqué cette configuration parce que déjà je pense que ça ne m'a pas aidé dans le fait de pas d'accepter, enfin si d'accepter et de réaliser que j'étais mère de jumeaux parce qu'en fait mon fils bah, je le voyais une à deux fois par jour. Enfin, il y avait 4 étages qui nous séparaient. On n'était absolument pas ensemble toute la journée. Pour pouvoir aller le voir, il y avait toute une procédure. Fallait être accompagné par une personne. Enfin bon, c'était tout un truc. Et puis, du coup, oui, il s'est retrouvé en néonat. C'était un peu dur parce que c'était vraiment une crevette. Il faisait 1,6 kg à la naissance. Il était sous un espèce de truc chauffant. Au départ, on le nourrissait à la paille, donc c'est son père qui s'en est beaucoup occupé au début. Je pense qu'il était beaucoup plus à l'aise que moi. Moi, c'était assez difficile pour moi de le voir aussi fébrile, même s'il allait bien. Ça me faisait mal au cœur. Alors, j'avais pas du tout de rejet, mais oui, ça a été difficile pour moi au début de créer du lien avec lui. Et en fait, il a fait des progrès assez rapidement. L'objectif pour qu'il sorte, bah, c'était forcément une prise de poids. Donc il prenait du poids tous les jours, mais on a dû quand même sortir de la maternité sans lui. Donc on est sorti avec ma fille, on est resté sans lui pendant une semaine. Donc on s'alternait avec son père chaque jour pour aller le voir et passer du temps avec lui.
Mais c'est vrai qu'il y a eu ce décalage en fait au départ qui, moi sur le moment, a pas été facile, mais je sentais quand même aussi que c'était nécessaire pour moi de rentrer chez moi parce que ça faisait 2 semaines que j'étais à l'hôpital. J'avais été déjà hospitalisée 2 fois. Enfin, je n'en pouvais plus en fait d'être à l'hôpital parce que on le sait, hein, l'hôpital, on n'y est pas pour se reposer. Et quand on vient d'accoucher, on a envie de se reposer, d'être au calme, tranquille, et ça n'aide pas. Mais ça a été a posteriori assez culpabilisant pour moi. Enfin, je me suis dit, j'espère qu'il va pas en garder des séquelles, des traumatismes, qu'il va pas se sentir abandonné. Alors je lui parlais énormément, je lui disais tout ce que je pensais, j'essayais de le rassurer, je lui disais que voilà, il était présent pour nous tout le temps, à toutes les minutes, qu'on pensait énormément à lui, qu'on avait hâte qu'il revienne, qu'il fallait qu'il continue à se battre pour perdre du poids, que c'était pas parce qu'on l'avait laissé là qu'on l'aimait pas, qu'il fallait pas qu'il se sente abandonné. Enfin, j'essayais vraiment de verbaliser au maximum. Mais c'était pas facile, je me suis dit dès le départ, il y a une distinction qui est faite entre les deux. Alors j'essayais de voir les avantages en me disant, bon, ça me permet de rentrer avec un bébé, ça permet d'avoir une acclimatation, je vais y arriver, un peu douce, voilà, de découvrir un peu les débuts de la maternité avec un seul enfant. Mais ouais, quand même cette culpabilité. Et le personnel médical n'a pas trop aidé à freiner cette culpabilité. Il y avait une pédiatre notamment que je voyais assez régulièrement pour parler de Marius et de ma potentielle sortie sans lui. Et je sentais que vraiment il y avait un frein de ce côté-là. Donc c'était pas facile à gérer émotionnellement. Quand tu dis un frein, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sentais que elle n'était pas forcément favorable. Elle aurait préféré que je reste à l'hôpital avec lui. Et du coup, elle ne me le disait pas franco, mais elle tournait ses questions en me disant: mais vous êtes sûr que c'est le meilleur choix pour vous de sortir sans votre fils? Mais quand même, il va rester là. Vous êtes sûr que vous n'allez pas le regretter? Voilà, enfin ça tournait vraiment en boucle sur le sujet, si bien qu'à un moment, frontalement, j'ai fini par lui dire, mais enfin, si vous y voyez clairement une objection, dites-le moi, quoi, au lieu de tourner autour du pot, parce que, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Ça a été un truc pas très cool à vivre pour moi. Je te remercie encore une fois pour ce partage. Moi, je l'ai pas vécu, mais pour discuter avec les mamans de multiples, bah, c'est une situation qu'on retrouve. Et ce qu'on perçoit, c'est que l'hôpital n'est pas fait pour cette configuration-là. Et pour le coup, c'est une des vraies spécificités bah, d'en avoir deux en même temps. C'est qu'à un moment donné, bah, tu peux pas être à deux endroits en même temps. Donc il faut que tu fasses un choix. Et ce choix, il a forcément des conséquences. Donc vraiment, je te remercie de nous partager ça. Oui, oui, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, je regrette pas mon choix parce que je me suis écoutée, en fait. Je sentais que psychologiquement, j'étais à bout par rapport au fait de rester là-bas. Je sentais en fait que si je restais là, j'allais pas pouvoir être disponible pour mes enfants. Donc, faut s'écouter et se faire confiance. Je pense que c'est quand même la clé pour que le reste se passe bien derrière. Je comprends tout à fait, je partage. Du coup, comment s'est passé le retour, donc une fois que tu as eu les deux à la maison? Moi, j'ai une image, alors c'est très bête, mais quand je suis rentrée chez moi, en fait, mon conjoint avait monté notre poussette double. Et elle était en plein milieu du salon. Et j'ai vu ça, j'ai eu l'impression que c'était un tank. Et là, ça a été le raz-de-marée, quoi. Je me suis dit, on habite donc au 5e étage d'un immeuble dans lequel évidemment cette poussette, avec un ascenseur, mais dans lequel évidemment cette poussette ne rentre pas. Et en fait, la poussette c'est symptomatique, mais je pense de ce qui a suivi derrière. Le retour à la maison, ça a été un raz-de-marée émotionnel. Pas fait une dépression du postpartum, mais j'ai eu un très gros baby blues qui a duré bien 3 semaines, qui s'intensifiait à la tombée de la nuit où je me mettais à pleurer, j'étais prise d'angoisse de tous les côtés, où je me disais mais c'est pas possible que ma vie maintenant ça soit ça, que j'ai la responsabilité de 2 êtres vivants, je veux retrouver ma vie d'avant, mes repères, mais en même temps je les aime trop, enfin j'étais complètement coincée entre plein d'états émotionnels assez contradictoires. Mais en même temps, je me sentais submergée par une espèce de vague d'angoisse, mais sur laquelle j'avais du mal quand même à mettre des mots. Je pense que c'était un tel chamboulement, en fait. J'arrivais dans mon salon et je voyais 2 berceaux avec 2 bébés qui dormaient dedans et je me disais, mais c'est lunaire. Et je me disais, ils sont sortis de moi, mais c'est lunaire. Enfin, j'arrivais absolument pas à réaliser que j'étais leur mère. Enfin, ça n'a pas été une évidence, en fait, pour moi. Ça s'est construit au fil des mois.
Après, par contre, en termes de matos, alors là, on avait tout ce qu'il fallait, on avait assuré, et donc franchement, ouais, tout était ok, on a manqué de rien, ce qui nous a permis absolument de ne pas du tout galérer. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil sur ce que je jugerais l'accessoire indispensable pour moi, ça a été le double coussin de grossesse. Alors moi, j'ai pas allaité, mais en fait, on les calait dedans à chaque fois pour leur donner à manger en même temps. Ils faisaient même parfois des siestes dedans. Et franchement, je trouve ça génial. Ça les a accompagnés pendant hyper longtemps. Et je trouve que c'est hyper judicieux, c'est tout simple. Et ça permet quand même de donner à manger sans galérer, en les mettant dans une position et confortable pour eux et confortable pour toi. Donc voilà, c'est mon petit tips matos de jumeaux. Et d'un point de vue organisation, vraiment très basico-basique, comment vous gériez les nuits et les journées? Alors, c'était effectivement toute une organisation. On se répartissait la nuit, en fait. Ce qui fait qu'au début, ils dormaient, donc en première partie de nuit, ils dormaient dans leur berceau dans le salon, avec mon conjoint qui dormait sur le canapé. Et moi, j'allais les chercher en général vers 3 heures du matin dans notre chambre. Mais je les ramenais dans notre chambre, je leur donnais à manger et je les couchais dans un cododo. Et après, je les gérais le reste de la nuit jusqu'au matin. Donc on séparait comme ça la nuit et du coup on a fait chambre à part pendant quelques mois, mais ça nous a quand même permis en fait de verrouiller une plage de sommeil sans bruit, sans sollicitation. Donc on s'était dit voilà, ça va nous permettre quand même de pouvoir récupérer. Et franchement, ça se passait assez bien. On n'a pas eu de problème. Ils ont pas trop pleuré. C'était pas tellement galère pour les rendormir. Donc on a fait comme ça. Et puis après, ils ont intégré leur chambre assez rapidement, je dirais vers leurs 6 mois à peu près. Et puis après, on est passé à une nuit sur deux pour les nourrir. Et puis aujourd'hui, ils ne se réveillent plus pour manger la nuit. Mais c'était plutôt bien organisé. Et puis la journée, on était ensemble. Donc on arrivait quand même bien à se répartir les tâches. Et puis après, on a eu ce que je juge comme étant un des meilleurs cadeaux de naissance qui soit. C'est ma belle-mère. Alors moi, je ne savais pas que ça existait. J'ai découvert ça en écoutant justement un podcast. Ma belle-mère nous a offert des gardes de nuit. Donc en fait, très rapidement, alors pas dès leur naissance, mais je dirais au bout d'un mois, on a une sage-femme justement de la maternité où j'ai accouché qui venait une nuit par semaine. Elle arrivait à 22 heures, elle repartait à 6 heures du matin et elle gérait les enfants pendant toute cette plage horaire. Et nous, on était dans notre chambre, on coupait complètement avec tout ce qui se passait en dehors de nos quatre murs. Et ça, c'était un peu notre petite bouée de sauvetage. Alors c'est un coût, hein, ça c'est clair, mais je pense que ça vaut justement plus le coup que tout le monde se cotise et d'offrir ça que d'offrir un énième body ou une peluche ou une tétine ou une Sophie la girafe ou que sais-je quoi. Ça vaut tous les cadeaux du monde, quoi. Vraiment. Ça, c'est un super cadeau. Ouais, l'aide, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux pour moi. Enfin, pour nous, pardon. Pour poursuivre, donc tes enfants, ils ont un peu plus d'un an. Oui. Est-ce que tu réalises cette première année? Oui. En même temps, je me dis que c'est passé à une vitesse folle et quand je repense à la période où ils étaient nourrissons, j'ai l'impression que c'était il y a des années. Je me dis que c'est quand même fou les ressources du corps. Parce qu'en fait, moi, ce qui me faisait le plus peur avant de devenir maman, c'était le manque de sommeil. Et là, je me disais, mais ça va être un enfer. Et effectivement, ça l'est, hein, on va pas se mentir. Il se réveille toujours la nuit, il y a toujours des couacs. Mais malgré tout, on y arrive, parce que quelque part, déjà, on n'a pas le choix. Et puis, on arrive quand même à puiser en nous des ressources insoupçonnées. Mais c'est vrai que je trouve ça fou. En même temps, j'ai évidemment accepté et réalisé que maintenant, c'était ma vie. J'ai accepté aussi, chose qui n'a pas été facile pour moi au départ, d'être dans le don de moi-même et de passer toujours au second plan. Alors je suis loin d'être quelqu'un d'égocentrique et d'égoïste, bien au contraire, mais je trouve quand même que dans certaines situations, parfois c'est pas forcément évident de ne jamais se prioriser. Et puis je trouve qu'il y a quand même un contre-coup au bout d'un an, parce que moi au début je tenais bien le rythme, j'étais fatiguée mais ça allait.
Et puis au bout d'un an, j'ai commencé à avoir quand même le corps qui a lâché, donc pas mal de problèmes de santé qui ont surgi à ce moment-là. Donc c'est pas facile aussi quand tu sens que bah, le corps commence à avoir tellement accumulé qu'au bout d'un moment, ça pète aussi. Et puis quand même une fatigue un peu latente qui commence à se faire ressentir. Au bout d'un an, il y a quand même des choses qui se règlent. Donc toi, de ton côté, tu as aussi envie bah, de pouvoir regrappiller une forme de liberté et d'indépendance dans ta vie en tant que femme, en tant que femme bah, qui a aussi un boulot, des passions, une vie aussi de couple, hein, qui, on ne va pas se le cacher, est assez inexistante parce que c'est très compliqué d'avoir des moments à deux de qualité. Et je trouve que tu arrives aussi, ouais, au bout d'un an, à une forme de remise en question. Parce que tu commences à prendre un petit peu de recul justement à ces un an qui se sont déroulés. Et tu sais plus vraiment qui t'es aussi. Donc c'est un gros remue-ménage. Ouais, non, c'est clair. Alors, j'ai plein de questions à te poser. La première, tu disais le don de soi, ne jamais se prioriser, passer souvent au second plan. Tu peux nous en dire plus? Bah en fait, tu es obligé de t'adapter sans cesse à tes enfants. Tes enfants, c'est l'imprévu. Tu peux pas, tu ne peux rien organiser. Tu peux pas décider de manger à telle heure, de voir telle personne à telle heure. Si t'as quelque chose à faire. En fait, moi, j'ai appris à ne rien avoir à faire quand je dois m'occuper des enfants que ça. Parce que j'ai remarqué que sinon, ça me rendait folle, en fait. Et ça, c'est vrai que ça peut être assez frustrant. Évidemment, tu les priorises parce que bah, ce sont tes enfants, tu les aimes. Tout ce que tu veux, c'est que ils soient bien dans leur basket. Et tu oublies que bah, quand tu leur donnes leur biberon, t'es en train de te contorsionner dans tous les sens et que t'as mal au dos et que t'es mal assis. En fait, tu finis par oublier. Bah, t'es concentré sur eux, tu donnes tout pour eux, quoi. Donc forcément, tu les priorises à tes dépens. Mais je pense qu'une fois que tu l'as accepté, tu le vis mieux quand même. Et est-ce que tu dis, c'est pas aussi justement le fameux lâcher prise des parents de multiples? Oui, complètement. À mon sens, il faut quand même être organisé quand t'es parent, mais alors encore plus quand t'es parent de jumeaux. Et moi, en fait, quand je passe du temps avec eux, j'ai envie d'être là. J'ai pas envie de me dire ah ben non mais il faut que je fasse ceci, il faut et d'être dans une espèce de frustration. Donc j'essaye de m'organiser de manière à ne pas ressentir cette frustration justement. Le fait d'être organisé fait que nous par exemple, on n'a jamais eu de moment de panique ou de bordel en se disant ah mais attends il manque ça, on n'a pas acheté ça, mais ça c'est pas au bon endroit, mais on a loupé le truc machin. Ça ne nous est jamais arrivé et mine de rien, c'est pas mal aussi de s'éviter ces petites cerises sur le gâteau parce que le gâteau il est déjà bien chargé. Donc ouais, organisez-vous, anticipez et franchement, c'est que du bonus du coup derrière. Et après, oui, quand t'es parent de jumeaux, de toute façon, t'es aussi beaucoup dans le pratico-pratique, donc t'es obligé de lâcher prise parce que tu fais, et puis mais c'est comme ça, et puis t'as pas le choix, quoi. Et du coup, autre question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, temps pour soi et temps pour le couple. Première année, c'est une année qui est très chargée, on essaie de mettre en place l'organisation. Comme tu dis, bah, on a tendance aussi à s'oublier, mais est-ce que dans tout ça, tu as réussi à libérer du temps pour toi, même si parfois c'est épisodique? Alors j'ai réussi depuis quelques mois, parce que je me suis aussi un peu forcée. Alors j'ai toujours réussi à conserver un petit peu de temps pour moi, parce que moi je travaille dans le domaine culturel et plus particulièrement dans le théâtre. Ça fait partie de mon job d'aller au théâtre pour voir des pièces. Ça, j'ai continué à le maintenir quand même assez régulièrement. Je dirais à partir de leurs 6 mois, j'ai commencé à retourner au théâtre. Alors, j'y allais pas autant qu'avant, évidemment, mais quand même, c'était ma petite respiration. Mais là, depuis peut-être 2 mois, j'ai repris le sport. Et alors ça, pour moi, mais je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel. Et je pouvais plus faire sans, en fait, pour pouvoir évacuer justement toutes les tensions. Et puis, on se répartit assez bien les choses avec mon conjoint. Quand lui, il a des choses à faire, bah, moi, je garde les enfants et il n'y a aucun problème, et vice-versa. Après, je l'ai pas fait quand même pendant un certain temps parce que c'était compliqué pour moi de lâcher prise justement là-dessus, d'accepter que les choses ne soient pas faites à ma manière et que c'est pas pour autant qu'elles sont mal faites. Parce que je suis un peu du genre à me dire je connais mieux mes enfants que tout le monde et je sais ce qui est le meilleur pour eux et bon voilà, mais du coup c'est aussi à mes dépens parce que je prends pas du temps que je pourrais avoir pour moi en les laissant avec d'autres qui feront au mieux pour eux même si c'est pas à ma manière. Donc j'ai réussi quand même de nouveau, ouais, là je te dirais depuis 2 mois à peu près à avoir de nouveau un peu de temps pour moi.
Mais ça, je l'ai mis en place parce qu'effectivement, en fin d'année dernière, mon corps a lâché et m'a envoyé des signaux en me disant là, Savannah, tu vas péter les plombs, il faut que tu reprennes du temps pour toi et que tu apprennes à lâcher, que tu apprennes à déléguer et que tu te libères un peu de cette fameuse charge mentale qui prenait quand même une place démesurée. Et je savais qu'à terme, c'était pas viable. Donc, fallait un peu rééquilibrer les choses. Et je trouve que pour l'instant, je me dirige vers quelque chose qui est OK pour moi et je sens que je peux un peu plus me recentrer sur mes envies et ce que je juge bon pour moi en ne pensant qu'à moi. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver à faire baisser cette charge mentale? Eh bien, nous, nos enfants, ils sont pas à la crèche. Ça, c'est aussi une chance qu'on a, mais parce qu'on a de l'aide financière, sinon on pourrait pas se le permettre. Mais mes enfants sont gardés par une nounou chez nous. Et du coup, on a décidé, par exemple, une fois par semaine, de la prendre 2 heures de plus pour que moi, je puisse aller faire du sport. Ou un soir par-ci, un soir par-là, pour qu'on puisse sortir tous les deux. Le week-end, je me pose plus la question quand j'ai envie d'aller faire un truc. Je dis à mon conjoint, écoute, voilà, j'ai décidé d'aller voir tel spectacle ou de participer à tel truc. Du coup, tu t'occupes des enfants et il y a aucun souci avec ça. Donc je pense que c'est un peu s'écouter en fonction des envies qu'on a sans culpabiliser. Mais pour moi, le sport, j'ai senti en fait en m'y remettant que c'était nécessaire pour moi de se libérer et se réapproprier une énergie qui est la tienne en étant apaisée et sereine et repartir de plus belle, quoi. Ça marche. Et alors du coup, bilan de cette année, qu'est-ce qui t'a émerveillé durant cette première année? Ça peut paraître très cliché, mais c'est de les voir évoluer parce que je trouve que ça évolue à une vitesse folle. Et c'est de les voir interagir avec nous et de les voir interagir entre eux. Parce que là, ça y est, ils sont à un âge où ils jouent ensemble, où il y a de l'interaction, où ils échangent. Et je trouve ça fascinant et je trouve ça génial. Et quand je les vois, je me dis, mais c'est une aventure de dingue et c'est extraordinaire dans tous les sens du terme. Donc vraiment, je m'émerveille de les voir et puis je suis heureuse tous les matins quand je me lève, même si je suis crevée, même si j'ai mal dormi, de me dire je vais ouvrir la porte de leur chambre et ils vont être là debout, ils vont m'attendre et ils vont être trop contents de me voir et je vais être trop heureuse de les retrouver. Et voilà. Et puis alors moi j'ai 2 enfants qui sont complètement opposés dans leur personnalité. Donc ça c'est assez fou. J'ai ma fille donc qui s'appelle Mao, qui est une petite cocotte, hyper souriante, vachement dans l'interaction avec tout le monde. Très éveillée, qui est une vraie pipelette, mais qui est assez posée, très tranquille. Et j'ai mon fils Marius, mais qui est... alors c'est un soleil parce qu'il rigole tout le temps, mais c'est une pile électrique. C'est une pile électrique, il s'arrête jamais, il est dans l'action, il est à fond. Donc en plus, on a cette richesse-là, quoi. C'est ils sont extrêmement différents et c'est passionnant, quoi, de voir ces singularités-là et de voir à quel point ils s'opposent, ils se complètent et comment justement ils créent leur relation sous nos yeux aussi. C'est magique. Ouais, bah c'est comme tu dis, c'est magique et c'est vraiment cette magie aussi qui fait aussi qu'on tient. Ah bah et puis il faut bien qu'il y ait des choses positives, hein, parce que moi je me souviens avant de tomber enceinte, tous mes amis me disaient non mais c'est horrible, on est au bout du rouleau, on n'en peut plus. Moi j'entendais que des trucs négatifs. Et je me disais bah super, ça donne vachement envie d'avoir des gosses quoi. Enfin génial, merci les cocos, c'est hyper encourageant. Et je leur disais, mais c'est important aussi de parler du positif, parce que c'est un cercle vertueux aussi, quoi. Faut pas parler que du négatif, parce que déjà, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Et puis, si c'était que négatif, les gens n'auraient pas de second, troisième ou quatrième enfant derrière. Et puis, parce que, voilà, enfin, ça reste une aventure et une expérience hors du commun. Et puis, le positif attire le positif aussi, hein, même si c'est pas facile, c'est sûr, mais faut en parler. Voilà. On arrive quasiment sur la fin, mais je reviens un peu en arrière. Comment tu gères 5e étage sans ascenseur avec la poussette double et comment tu gères les rues parisiennes? Alors écoute, au début ça me paniquait complètement. Surtout je me demandais effectivement en termes de logistique parce que donc ce n'était pas possible de laisser la poussette à l'étage. Enfin au début je crois que c'est ce qu'on a fait dans mes souvenirs, mais parce qu'au début on était deux. Sinon on avait acheté une poussette simple et j'en mettais un dans la poussette simple et l'autre en porte-bébé. Donc là je sortais tous les jours en fait quand j'étais seule avec eux, je les sortais tous les jours comme ça, donc je pouvais prendre l'ascenseur, il n'y avait pas de souci. Et après, en grandissant, on a réussi à plier la poussette double donc en bas de notre immeuble, ce qui fait que je dois descendre pour déplier la poussette. Après, je remonte. Alors maintenant, j'arrive à descendre avec les deux, mais à une époque, j'en descendais un, je remontais, je descendais l'autre. Mais alors, j'en mettais un dans la poussette en bas.
en me disant j'espère qu'il va bien rester là et que voilà, que personne va venir le récupérer. Bon, sachant qu'il y a plusieurs portes sécurisées, voilà, je ne suis pas complètement inconsciente non plus. Mais il m'arrivait plusieurs fois de remonter par les escaliers, parce que je me disais, mais imagine, je reste bloquée dans l'ascenseur, donc il y en a un tout seul en bas dans la poussette, l'autre en haut, enfin, c'était franchement l'enfer. Et donc je les descendais l'un après l'autre, et je faisais pareil quand je les remontais. Donc ça, c'est quand même une logistique dont je me passerais bien, et je pense que je suis pas la seule. Quand je vois ma voisine qui est avec sa petite yo-yo, qui rentre dans l'ascenseur, ni vu ni connu, je me dis, mais, mais moi aussi, je veux une logistique simple et accessible. Mais non, faudra attendre de déménager. Et alors, par contre, moi, j'ai une poussette de compète qui est hyper flexible, parce qu'à côté de ça, j'ai aussi une poussette simple, mais j'ai l'impression que c'est une poussette en plastique, du coup, quand je la pousse dans la rue, enfin, elle est pas du tout malléable. La mienne, elle est top. Franchement, elle se conduit hyper bien, elle prend hyper bien les trottoirs. Enfin, je trouve que c'est hyper agréable, en fait, à conduire. Après, bah, force est de constater que tu ne rentres pas forcément dans tous les magasins, que quand tu arrives à la pharmacie, tu fais tomber la moitié des produits en essayant de passer dans les rayons. Enfin, ça reste quand même une logistique. En fait, tu peux pas aller partout avec. Nous, on passe pas les portes, par exemple, du métro avec. Enfin, c'est une vraie galère. Ah oui, t'as tenté la poussette double dans le métro. Ouais, on a tenté une fois, mais on a été obligé de la plier pour pouvoir passer. Donc, galère. En plus, bah, le métro, du coup, est absolument pas adapté parce que c'est que des escaliers partout, il n'y a pas d'ascenseur. Et par contre, alors, ce qui est sûr, c'est que ça attire l'œil. Moi, je ne sors pas une seule fois. Alors, ça s'est un peu calmé, là, ces derniers temps. Mais je ne sors pas une seule fois dans la rue sans qu'il y ait des gens qui viennent me parler. La poussette d'eau plus le coup des jumeaux, là, c'est comme les gens qui se baladent avec leurs chiens, tu fais des rencontres, quoi, hein. Bah, merci pour cette parenthèse parce que c'est vrai que parfois voilà, on parle des choses, la grossesse, l'accouchement, il y a des choses voilà, beaucoup plus, pas concrètes, mais on va dire peut-être de l'ordre de l'anecdotique, mais en fait qui pour nous, parents de jumeaux, ne sont pas du tout anecdotiques. Mais du coup, tu te rends compte que, bah, que tu peux le faire, quoi. Tu te dis, je suis quand même, moi, je veux pas m'envoyer des fleurs, mais il y a des moments, je me dis, putain, je suis quand même une sacrée nana, quoi. J'arrive, je les sors tous les jours, je sors la poussette, je les descends, machin, je lâche rien, je me motive. Enfin, bon, c'est cool, quoi. Ça donne de la force aussi, on se laisse pas abattre. Et, ah non, mais c'est fou. Moi, je les garde seuls tous les vendredis, et chaque vendredi, quand je fais des trucs, parce qu'en plus, je me motive, enfin, je reste pas enfermée avec eux, et je me dis, ok, ça, j'ai réussi à le faire, c'est bon, c'est fait, mais oui, rien n'est fluide, en fait. Donc, forcément, à chaque fois, c'est des petites épreuves, quoi. Donc, on peut se féliciter de ça, parce que quand les gens nous voient, ils nous disent, mais comment vous faites, quoi? Enfin, moi, je pourrais pas, waouh, donc, mais nous, c'est notre quotidien, donc c'est devenu la norme. Mais effectivement, quand tu prends une forme de recul, tu te dis waouh. Puis on fait avec les moyens du bord et au final, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai jamais eu de gros problèmes ou quoi. Il y a jamais eu de soucis majeurs. Donc tant mieux, quoi. C'est pas que tu ne peux pas te lancer des fleurs, mais lance-toi des fleurs parce que non mais deux enfants en même temps. Ouais, ouais, ouais. Vivre une grossesse gémellaire, accoucher de ces enfants, les gérer au quotidien, c'est extrêmement fastidieux. Et oui, tout ce qu'on accomplit dans la journée, bah, c'est dingue. Ah bah tu deviens un véritable couteau suisse, hein. Enfin moi maintenant j'ai une capacité à faire un nombre de trucs en même temps, mais comme quoi on est plein de ressources. Ah oui, non, ça c'est sûr. Et justement, c'était ma question, c'est qu'est-ce que cette première année t'a appris sur toi? Alors que je suis un véritable couteau suisse. J'ai appris aussi, je pense, à être plus tolérante envers moi-même, à me remercier aussi, parce qu'effectivement, c'est important, à avoir aussi de la compassion et de l'empathie pour moi. Et puis, je pense que ça m'a appris aussi, ouais, à essayer, parce que je trouve que, en tout cas pour moi, c'est très difficile, de lâcher prise. Ça reste un des sujets aujourd'hui sur lesquels j'essaye de travailler et je trouve que c'est très compliqué, notamment vis-à-vis du conjoint, quoi. Ça, c'est... Même si t'es une team, même si t'es une équipe, que ça se passe bien, que tu communiques, et nous, c'est notre cas, et voilà. C'est quand même la mère, je trouve, qui porte beaucoup et c'est pas évident de déléguer et d'apprendre à lâcher, même si t'en as besoin et même si tu te plains parce que ça se passe comme ça. Bah, parfois, c'est un peu paradoxal parce que même si tu essayes de mettre des choses en place pour que ça se passe différemment et que justement l'autre en face, le conjoint ou la conjointe est OK avec ça, t'as quand même des blocages, tu vas pas forcément y arriver, quoi. Donc il faut apprendre à lâcher, accepter que l'autre ne fonctionne. Alors quand je dis l'autre, c'est le conjoint, hein, que l'autre ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas comme toi. Et en fait, quand t'es fatigué, que t'es à bout de nerfs, que t'as plus de patience, je pense que t'es un peu au radar et que t'attends un peu l'autre quart de tour sur certains sujets. Et je trouve que c'est pas facile. Enfin, ça met vraiment le couple à rude épreuve.
Donc faut essayer de jongler avec tout ça, en essayant aussi de bien le vivre, hein, parce que le but c'est pas que ça soit le bootcamp avec des épreuves tous les jours où tu te dis je me donne et c'est compliqué et je le vis mal et c'est une épreuve négative et voilà. Enfin, faut essayer de voir le verre à moitié plein, quoi. Et c'est pas forcément toujours facile quand t'es confronté à autant de déstabilisation et de chamboulement sur tous les plans de ta vie, en fait. Waouh, waouh, waouh. Merci pour ton partage. Bah, avec plaisir. Comment est-ce que tu abordes cette deuxième année? Ah, c'est une bonne question. Franchement, j'y ai pas vraiment pensé parce que j'essaye de me laisser un peu porter par ce qui se passe. Je crois que j'apprécie le fait qu'ils acquièrent une forme d'autonomie. Et tu vois, Mhm. j'avais discuté avec une maman de jumeaux quand j'étais enceinte, mais on avait beaucoup échangé et ça m'avait vraiment fait du bien. Et elle m'avait dit, accroche-toi à une chose dans les moments difficiles, c'est que tout a une fin. Donc ça veut dire que quand un truc se finit, bah ça y est, c'est fini et ça peut donner lieu à une prochaine étape. Et en fait, bah c'est vrai que t'es content quelque part qu'ils s'autonomisent, quoi, parce que tu te dis, au début on les nourrissait toutes les 3 heures et ça c'est fini, et quand tu y repenses, tu te dis, waouh, mais je suis passé par là, mais comment j'ai fait? Enfin, c'est dingue, aujourd'hui je me verrais plus les nourrir toutes les 3 heures, me lever toutes les nuits. Donc je pense que ça c'est quelque chose que j'apprends aussi à savourer, de me dire que ils évoluent et ils grandissent et il y a de plus en plus de trucs qu'ils arrivent à faire seuls. Et en fait, là, ils arrivent à un âge aussi où moi, je prends beaucoup de plaisir à partager des trucs avec eux. Là, par exemple, cet après-midi, tu vois, on va les emmener au théâtre, voir une pièce pour les enfants à partir de 1 an. Voilà, c'est la première fois qu'on va y aller. En fait, je trouve ça génial de pouvoir commencer à partager des choses avec eux. Mais je me dis aussi que oui, c'est le moment pour moi de repenser aussi à des projets que j'avais mis de côté, sur lesquels je m'étais assise depuis 1 an et demi parce que bah, c'était plus possible. Donc j'essaie d'appréhender cette année, on va dire, avec une forme d'équilibre un peu à tous les niveaux et de sérénité. Et avec cette envie toujours bah, de faire famille et de se découvrir les uns les autres et de partager des moments en famille. Moi j'ai hâte de pouvoir faire des activités avec eux. Ouais, c'est des choses qui m'excitent et je suis avide de ça. Donc j'aborde un peu cette année-là pleine de découvertes et aussi ouais, d'une forme d'apaisement, quoi, de se dire, bah ça y est, on a traversé la première année, ils sont toujours en vie, on les a pas cassés, ils vont bien, ils respirent. C'est waouh, ok, super, on l'a fait. Peut-être qu'on peut un peu se dire, le plus dur est un petit peu derrière nous, bon, même si rien n'est gagné, tu vois, mais ouais, voilà, j'essaie de tendre vers tout ça, on va dire. Et du coup, ma dernière question, toi, justement, est-ce que tu as une ou des questions pour les parents qui ont des jumeaux qui sont plus âgés que les tiens? Alors, moi, j'ai un peu une frustration, en fait, du fait d'être maman de jumeaux. C'est que, justement, j'ai l'impression, pour l'instant, que je ne bénéficie pas vraiment d'un temps de qualité avec chacun. Parce qu'ils sont toujours tous les deux. Je trouve que c'est pas évident. Moi, j'essaie vraiment d'être équitable, quoi. Donc, je me dis, j'essaie vraiment de répartir la même source d'attention et de tendresse et d'affection et vis-à-vis des deux. Même si, forcément, ils n'ont pas les mêmes besoins aussi. Hein, donc, je réponds avant tout à leurs besoins, voilà. Mais du coup, je me demande un peu dans le temps comment est-ce que ça évolue. Moi, j'aime bien penser que bah, je ferai des choses séparément avec chacun d'entre eux. Et puis aussi sur leur relation à tous les deux. Parce que c'est vrai que là, ils sont dans une période où ils se chamaillent beaucoup. Et ça, tu t'interroges aussi sur la tournure de la relation de la fratrie, quoi, en fait. Donc, parfait. Donc, première question, comment avoir du temps de qualité avec chacun de ses jumeaux? Et deuxième question, eh bien, comment évolue leur relation au fur et à mesure? Je note et encore une fois, ça sera partagé. J'espère que qu'on aura plein de réponses sur le sujet. Bah écoute, Savannah, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Comme je disais en introduction, je suis vraiment persuadée que ça sera une vraie source d'informations, de conseils pour enfin, les futurs parents de jumeaux et les tout jeunes parents de jumeaux. Donc merci de nous avoir livré tout ça. Bah, merci à toi. Je trouve qu'effectivement, moi j'aurais aimé en fait pouvoir bénéficier de ce genre de conseils parce que tu peux lire des bouquins mais ça vaudra jamais un témoignage et on n'est pas au courant de tout aussi quoi. Je pense que c'est important aussi de se préparer à certaines choses pour voilà, pouvoir mettre des choses en place pour que ça se passe au mieux pour chacune et ce que tu fais
hyper important de pouvoir recueillir des témoignages de femmes. Enfin, ça crée une forme de sororité et d'entraide aussi pour cette nouvelle page d'une vie qui est pleine de surprises et qui n'est pas toujours facile à appréhender. Je te remercie une énième fois encore, Savannah. Merci toi aussi, Madeleine. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Alors je rappelle les questions de Savannah. Comment passer du temps de qualité avec chacun de ses jumeaux et comment évolue leur relation au fil du temps? Les questions seront posées sur la page Instagram du podcast et en attendant de découvrir vos réponses, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.